Nous allons reprendre notre première thématique qui s'articule autour des savoir-faire locaux des métiers d'art et de la manière avec laquelle ils peuvent être mis en avant pour enrichir l'identité et l'image d'un territoire. Et je me tourne vers vous, Jean-François. Vous êtes aujourd'hui président des meilleurs ouvriers de France, donc vous représentez un groupe d'artisans qui est reconnu pour son savoir-faire d'excellence. Comment pensez-vous que nos savoir-faire locaux peuvent être mis en avant pour enrichir l'identité d'un territoire? Alors, c'est un travail qui est essentiellement collectif. Collectif parce que les métiers d'art, c'est souvent des petites identités, souvent de une personne, voire deux ou trois, mais souvent une personne, qui sont dans des localités pas forcément très connues, pas très forts pour faire la communication sur ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est les collectivités locales qui s'en chargent un petit peu. Des grandes photos sur les artisans de la localité autour de l'hôtel de ville, par exemple, ou d'une exposition ou autre, les presses locales qui peuvent faire des reportages et autres, pour faire le maximum de communication à ces métiers d'art, qui sont des gens qui sont à fond dans leur univers et qui ne sont pas très bons pour la com. Après, il y a une chose qui est importante, c'est la transmission de leur savoir. Donc avoir un apprenti ou des stages ou organiser des stages pour des gens qui sont intéressés par ce métier. Ça fait parler, ça fait du bouche à oreille et forcément ça fait comprendre qu'il y a un artisan de qualité, souvent de très haut de gamme, qui est capable de faire des choses exceptionnelles pour son métier et qui veut le faire connaître à toute la population autour de lui. Un artisan d'art, c'est un artisan qui est un peu différent. Il est un petit peu renfermé et il ne parle pas trop de ce qu'il fait. On le voit même chez les meilleurs ouvriers de France, où il y a beaucoup de femmes qui sont d'ailleurs dans les métiers d'art. Leur problème, c'est leur communication. C'est vrai que c'est difficile pour eux, ils n'y consacrent pas trop de temps, le budget quasiment pas. Et c'est bien que l'entourage s'en occupe, aussi bien associatif que les collectivités locales, ou bien sûr les presses ou les sites maintenant qui sont dans pratiquement toutes les communes ou toutes les communautés de communes, qui peuvent parler de cet artisan particulier, exceptionnel, qu'il faut absolument connaître, et puis surtout faire patience un peu pour observer le travail qu'il fait. Ça, c'est un peu difficile. Merci beaucoup, Jean-François. Et comment, pour vous, ces savoir-faire locaux peuvent différencier un territoire d'un autre? Alors, il y a des savoir-faire qui sont ancestrales à l'image d'une région. Le cristal dans certaines communes, la verrerie ou la porcelaine dans d'autres. On sait que dans cette ville-là, il y a eu un travail artistique, un travail d'artiste, un travail d'artisan qui a été fait, alors qui a beaucoup diminué avec le temps, pas pour tous, mais pour certains beaucoup. Et l'image que l'on peut donner à cet artisan, bien sûr, c'est l'exposition. C'est le savoir transmettre un peu de ce que l'on fait. Un artisan, il n'est pas toujours capable de recevoir du public en nombre. Donc, il lui faut autour de lui des gens qui puissent l'aider à faire ça. Soit par des associations locales, soit par du personnel communal ou des clubs privés qui s'organisent autour de lui. L'artisan, il a toujours été un peu perdu dans la communication. Aujourd'hui, on a Internet. Et avec Internet, vous pouvez véhiculer l'image dans le monde entier. Et ce serait bien qu'il y ait des clubs dans des localités qui montrent ce que les artisans font, qui puissent quasiment lui faire un site Internet ou au moins quelques images des productions qu'il fait, de manière à dire, on sait que cet artiste-là, cet artisan-là d'art, il est dans telle localité, on peut le trouver là, on peut le contacter, il a un mail bien sûr, il a un téléphone, un portable, mais voilà, il faut l'accompagner dans sa communication, il faut l'accompagner pour qu'il se fasse connaître, mais qu'il se fasse apprécier aussi. Un artisan d'art, forcément, il fait quelque chose de particulier, que les autres ne font pas. Il a une identité personnelle à son travail. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument communiquer. Les réseaux sociaux sont une bonne méthode aujourd'hui. Bon, et après, il y a les générations qui sont plus ou moins douées pour le faire. Mais je pense qu'avec une équipe de jeunes autour, de jeunes passionnés, il peut s'en sortir. Il peut
sortir du lot, se faire connaître du monde grâce à son talent. Je me permets effectivement d'intervenir. Vous avez mentionné les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, au Pépites de France, donc le premier média digital sur le tourisme et le patrimoine français, nous permettons aux artisans de faire valoir leur savoir-faire et leur métier de par les vidéos et le contenu que nous produisons au Pépites de France. Et en ce sens-là, je pense que ça peut offrir de nouvelles vocations, transmettre par ce nouveau mode de communication qui est destiné aux jeunes. Et en ce sens-là, je pense qu'il est fortement important de miser sur cette communication. Merci Jean-François. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie. Vous êtes directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français et vous avez en ce sens une mission de promotion et préservation de nos savoir-faire locaux. Pourquoi est-il important pour vous de valoriser ces savoir-faire locaux pour l'identité culturelle d'un territoire ? Merci, bonjour à tous. Effectivement, on remarque aujourd'hui que la connaissance en fait, de ces territoires est très importante, puisque les acteurs des métiers d'art dans les territoires sont souvent en dehors des métropoles, avec une politique locale qui peut les accompagner ou pas, mais on a besoin de bien connaître aussi cette richesse. Ils s'approvisionnent en local, ils chérissent leur matière. Ils sont parfois implantés dans des territoires de tradition, comme disait Jean-François, comme la porcelaine ou la verrerie, le cristal, ou les dentelles. Plus on les connaîtra, plus on pourra leur donner à se faire découvrir en fait, du grand public. Et nous, on encourage beaucoup le grand public à pousser la porte des ateliers, notamment au moment des Journées européennes des métiers d'art que nous coordonnons depuis 20 ans, mais aussi dans du tourisme de savoir-faire ou alors en accueillant des scolaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les scolaires, c'est les futurs potentiels employés de demain et que cette richesse de territoire fait aussi vivre, quand l'atelier grandit, fait aussi vivre des familles, fait vivre des commerces. Et c'est là où c'est très important de donner à voir cette richesse territoriale. Je vous parlais des GEMA à l'instant. Les GEMA, 90% de la programmation se passe dans les territoires, peu dans les métropoles, même s'il y a des artisans aussi dans les métropoles, parce que souvent on a une politique publique à destination des territoires qui permet de valoriser, de s'implanter, d'ouvrir un atelier, et pas seulement faire de la démonstration pour le grand public, mais aussi les accompagner dans leur développement économique qui est leur garantie de survie. Merci Anne-Sophie. Quels sont pour vous aujourd'hui les canaux les plus efficaces pour promouvoir ces savoir-faire locaux ? Alors, on a remarqué avec le Covid qui a été terrible. En 2020, il y a 320 foires et salons qui ont été annulés sur 350 en France. Et on s'est rendu compte que les artisans étaient très peu connectés. Ça commence à prendre plus d'ampleur, ils se forment aux réseaux sociaux, ils essayent d'avoir des réseaux de distribution, mais on a remarqué, et nous, à l'époque on s'appelait l'INMA, on a eu énormément d'échanges avec les professionnels qui étaient dans une situation dramatique parce qu'ils ne vendaient que par les foires et les salons. Donc le digital fait une partie vraiment importante, mais il faut qu'on accompagne en fait ce développement au digital, puisque 90% du temps d'un artisan qui est seul dans son atelier est voué à sa production. Donc c'est là où il faut avoir des acteurs effectivement autour de soi pour les fonctions support également. Un peu de marketing, un peu de commercial, un peu de digital, parce qu'ils n'ont pas la vocation à recruter tout ce personnel-là, sauf s'ils grandissent. Dans les TPE, dans les PME, on voit arriver des fonctions support, mais péniblement, puisqu'on recrute d'abord le métier manuel et ensuite les métiers support. Donc le digital est vraiment une belle façon d'avoir une vitrine, mais il faut qu'ils puissent être accompagnés à la fois dans la formation et puis dans le développement avec des offres adaptées aussi à leur portefeuille, puisque les artisans indépendants n'ont pas des chiffres d'affaires qui leur permettent de faire appel à des grosses agences. Donc il faut des petites agences ou des grandes agences qui se mettent aussi au service de l'intérêt général pour défendre ce magnifique panel français en métropole et en outre-mer. Merci Anne-Sophie. Et est-ce que vous mettez en place aujourd'hui des initiatives ou des quelconques soutiens pour accompagner ces professionnels dans le développement du digital ? Alors actuellement, on avait répondu à un appel à candidature France NUM, et donc on a des formations offertes aux professionnels. Mais le rattrapage des commandes fait qu'il faut aussi dégager du temps, même une formation qui dure 10 heures et qui est étalée sur une année, c'est difficile parce qu'il y a des moments où il y a des pics, il y a les salons, il y a la préparation à Noël aussi, et on voit qu'ils ont finalement, ils ont du mal à trouver du temps pour aller au bout, alors ils le font, hein, et ça c'est très important, donc il y a cette initiative-là. Et puis aussi ce que nous on a fait en 2021, c'est qu'on a créé un pôle d'intelligence économique où on travaille la donnée, pour faciliter la vie des artisans et leur donner à voir
énormément d'outils qui existent pour eux, à la fois dans la formation, mais aussi on a mis en ligne en mars une plateforme pour accompagner à trouver des financements avec ces fins, donc financer les savoir-faire d'exception, qui leur permet d'aller aussi chercher des subventions pour développer leur activité, et y compris sur le digital ou le développement économique ou l'export. D'accord, merci. Et quel est pour vous aujourd'hui le rôle des labels comme entreprise du patrimoine vivant ou encore les meilleurs ouvriers de France dans la mise en avant des métiers d'art? Les labels sont, je pense, où les titres sont très importants, ou le titre de maître d'art également, qui la plus haute distinction qui existe pour un artisan d'art, plutôt en fin de carrière avec cette notion de transmission. Ils sont très importants pour se différencier. Aujourd'hui, on n'a pas de données structurées encore sur l'intégralité de notre activité, mais on sait qu'il y a un certain nombre d'indépendants, et ces indépendants, ils ont besoin de se différencier les uns des autres. Donc il existe des prix, des labels, et on encourage vraiment les artisans à postuler à ces prix et ces labels pour se différencier, pour donner à voir, et puis profiter aussi d'une communication qui est déportée. Avoir des partenaires aussi, ça permet de soutenir en fait sa promotion. Quand on gagne le prix Elle, ou quand on est MOF, ou quand on est entreprise du patrimoine vivant, ou qu'on gagne le prix de l'intelligence de la main, derrière il y a aussi un accompagnement, comme dans Maître d'art ou dans le prix à venir, métier d'art, on accompagne en fait cette promotion. Et tout seul, c'est difficile, Jean-François le disait, hein, on a besoin de créer un collectif, on a besoin de mettre autour de l'artisan des gens qui vont les accompagner, soit par de la promotion, soit par de la valorisation, soit par du mentoring, soit par voilà, d'autres types d'accompagnement. D'accord, merci Anne-Sophie. Jean-François, justement, comment le titre de meilleur ouvrier de France contribue aujourd'hui à la mise en avant de ces savoir-faire locaux? Alors, meilleur ouvrier de France, bon, c'est un titre, c'est un diplôme d'État, hein, déjà, un concours qui a lieu tous les 3 ou 4 ans. Pour arriver à décrocher ce diplôme, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'entraînement. Souvent, c'est une dizaine d'années après avoir appris un métier. Et puis, quand vous vous présentez, eh bien, dans le métier où vous êtes, il y a de la concurrence, bien sûr. Et il faut être vraiment très, très qualifié dans son métier pour faire le concours. Une fois que vous l'avez, il y a bien sûr une image qui se fait autour de vous. Vous êtes une image de la France, puisque vous avez un col bleu blanc rouge, une médaille qui existe depuis un siècle maintenant. C'est une image de la France qui peut s'exporter beaucoup, surtout pour les métiers d'art. Hein. C'est une chance d'être MOF dans un métier d'art parce que tout de suite, on sait qu'il y a un titre qui indique un pays qui est connu, respecté par la qualité de son artisanat. On peut lire, mais quand on voyage beaucoup à l'étranger, on sait que la France, c'est quand même, ce sont des références sur l'artisanat international. Donc, c'est une image qui se fait bien. Je vais vraiment aborder un autre petit sujet. Je vais parler des tout jeunes gens. Nous, notre association, on fait le concours Un des meilleurs apprentis de France. Et j'ai calculé avant-hier le nombre de jeunes qui s'étaient inscrits dans tous les métiers d'art pour cette année 2024. Ils sont autour de 2000 personnes, 20% de plus que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui veulent faire de la compétition dans ces métiers. Donc ça veut dire que ces métiers intéressent aujourd'hui. Ils ont une petite puissance à attirer des jeunes vers eux. Et après, une fois qu'on a recueilli ces jeunes dans un concours, qu'on les a fait diplômer, qu'on a compris qu'ils étaient des bons dans leur métier, ils vont bien sûr passer leur diplôme à côté, bien sûr. Et après, on en perd beaucoup. On en perd beaucoup parce qu'ils sont éparpillés, ils ne trouvent pas forcément de boulot, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, il faut absolument que les métiers d'art, on ait une base de données pour tous les jeunes qui font de la formation, qui se sont illustrés dans des concours. Il y a plein de concours pour les jeunes, ou des concours, ou même des choses comme, je sais pas, comme les concours qui sont faits par les institutions. Hein. Une fois que les jeunes ont été repérés par ce genre de reconnaissance, il serait quand même bien de faire une base de données, de les avoir sur une liste, et puis de savoir dans tout le territoire, voire même dans les territoires et départements d'outre-mer, qu'on a des gens libres qui sont dans le métier, qui veulent apprendre, qui ne vont pas hésiter à déménager ou à faire autre chose, et puis qu'on les garde dans les métiers d'art.
Parce qu'on a trop de formations dans les métiers d'art et ceux-là disparaissent après. Et c'est pas bon pour ces métiers-là. On perd du temps déjà à faire de la formation. Beaucoup de MOF font la formation aussi, comme beaucoup d'autres artisans d'art ou de maîtres d'art. Et souvent, ces jeunes-là, on les perd un peu dans la nature parce qu'au bout de quelques temps, ils sont un peu déçus d'avoir fait des performances et puis que derrière, il n'y a rien. On les reconnaisse à peine. Voilà. Et pour nous, c'est une perte importante. Donc il faut absolument qu'on ait des bases de données sur tous les jeunes qui se sont fait reconnaître dans ces métiers d'art, soit par des concours, des expositions, des grands prix, de manière à ce qu'on les ait sous la main et qu'on puisse leur dire, ben voilà, on a une région qui veut installer dans l'artisanat d'art, peut-être ça peut vous aider. Et les collectivités locales sont très avares d'avoir ces jeunes-là, parce que ça fait des mains en plus, ça fait des activités en plus, ça fait rayonner un peu l'artisanat dans une région. Quand vous avez un nouvel hôtel ou un nouveau restaurant qui ouvre, maintenant la mode, c'est de prendre les artisans d'art qu'il y a autour de la localité de ce... Parce que c'est une vitrine ouverte 24 heures sur 24. On voit l'image de Philippe Mille aujourd'hui. Dans son restaurant, c'est que de l'artisanat d'art local. C'est des choses qui ont été faites avec des produits ou des choses qui ont été faites localement. Et ça, c'est important aussi pour les métiers d'art. Très bien, merci Jean-François. Leslie, bonjour. Vous êtes aujourd'hui maître artisan d'art en horlogerie et également lauréate du prix des artisanes. Avez-vous la sensation dans votre métier aujourd'hui de participer à l'identité et à la richesse de nos territoires? Et si oui, de quelle manière? Ça fonctionne ou pas? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Désolée pour l'arrivée un peu abrupte. Pas de souci. Alors, déjà, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Juste pour les très nombreux qui ne me connaissent pas, alors moi, effectivement, je suis maître artisan, mais je ne sais pas si je représente tous les artisans, dans le sens où, comme vous le disiez, on a tous des profils très très différents. Très concrètement, je travaille seule dans mon atelier. Je travaille aussi bien avec des institutions qu'avec des privés. Et je suis dans une ville un peu particulière qui est Paris et qui, du coup, n'est pas non plus forcément représentative du paysage en fait, des artisans d'art en France. Donc, sachant ça, voilà, le décor est posé. Après, pour répondre vraiment à votre question très concrètement, disons que là où je suis, où est implanté mon atelier, dans le 11e, on a la chance d'avoir une logique un peu locale qu'on pourrait peut-être pour le coup retrouver sur d'autres territoires. C'est-à-dire que le 11e, traditionnellement, est un arrondissement en fait, où l'artisanat d'art est très présent. Alors surtout en ébénisterie, menuiserie, enfin beaucoup le travail du bois, historiquement. Et en fait, c'est vrai que la politique de la mairie ces dernières années, donc vraiment la mairie d'arrondissement, est de réimplanter les artisans en fait, dans cet arrondissement-là et de garder ceux qui étaient déjà là, parce que c'est vrai que les loyers à Paris sont très chers, donc on a aussi cette fuite de l'artisanat en dehors de la ville. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, j'ai l'impression de participer à ma toute petite échelle à la dynamique, si vous voulez, de cet arrondissement-là, mais c'est quelque chose de très très local, quoi. Voilà. Très bien, merci Leslie. Et pourquoi est-il crucial aujourd'hui pour vous de valoriser le savoir-faire de votre métier? Alors, en ce qui me concerne plus précisément, c'est très particulier parce que horloger, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, sous le terme d'horloger, ça regroupe plein de métiers différents. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler en fait en horlogerie ancienne. Et donc, très concrètement, je travaille en fait sur la restauration de vieux objets, quoi. Pour moi, les plus récents datent de tout début XXe siècle. Donc, on n'est pas du tout dans une logique de production d'horlogère contemporaine, comme la montre, etc. C'est un autre métier, en fait. Et donc, c'est vrai que par rapport à la manière dont moi j'exerce ce métier, c'est un métier qui est en train de disparaître. Déjà parce qu'au niveau de la formation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des choses qui s'appauvrissent. Horloger étant un métier qui regroupe en réalité plein de métiers différents, la pendulerie en particulier est quelque chose qui n'est pas vraiment enseigné, enfin, c'est vu très 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 rapidement. Et en fait, si on veut se former, il faut trouver justement des artisans qui sont ouvert à la transmission, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le problème c'est qu'avoir un apprenti, c'est pas si simple, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et puis à côté de ça, il faut répondre à des contraintes en fait,
très matériel malheureusement, mais c'est le même problème pour la communication, etc. Enfin, et le problème, je pense, de l'artisanat d'art aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'outils, donc en soi c'est pas un problème, on a énormément d'outils à notre disposition, mais en réalité, si on veut bien se servir de ces outils, comme le digital, pour ne citer que lui, en fait, c'est des métiers complètement différents. Donc on nous demande de faire plusieurs métiers en un, et on n'a pas forcément le temps ni les compétences en fait de faire ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. D'accord, merci Leslie. Vous évoquez justement la formation. Est-ce que vous avez des idées d'amélioration quant à ce sujet qu'on pourrait mettre en place pour favoriser cette transmission ? Alors, c'est une question très délicate et puis ça dépend vraiment des métiers. En ce qui concerne l'horlogerie, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années au niveau national, en fait, dans la manière de redessiner les formations et de redécouper, si vous voulez, les paliers du CAP, BMA, DMA qui n'existe plus, qui s'est transformé en DNMAD, qui dure 3 ans au lieu de 2, qui partait d'une bonne idée, je pense, mais dans le concret, c'est vrai que ça dilue un peu les programmes, il y a beaucoup moins de temps pratique aussi. Et ce qu'on oublie souvent avec ces métiers manuels, mais surtout les métiers d'art, je pense, c'est que ça s'apprend avec vraiment le temps, que quand on a son diplôme, on est loin d'être arrivé, en fait. Quand on est diplômé en horlogerie, on n'est pas horloger, en fait. Il y a encore pas mal d'années avant de pouvoir prétendre, je pense, à s'appeler comme ça. Moi-même, ça a été un frein dans ma communication. J'avais juste du mal à promouvoir mon activité parce que je ne me sentais pas légitime de dire que j'étais horlogère en sortant de l'école. Après, c'est ce qu'on nous demande de faire si on veut se faire connaître un petit peu. Mais aujourd'hui, j'ai encore un peu du mal. Et pareil pour la reconnaissance des titres, en fait. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des titres qui sont un peu compliqués, où il y a aussi beaucoup d'autocensure. Le MOF, par exemple, c'est vrai que c'est un peu le Graal pour tout artisan. On met du temps à déjà avoir envie de se présenter, en général. Et après, petite remarque quand même par rapport au MAF, par exemple, donc les meilleurs apprentis de France. C'est vrai qu'il y a cette possibilité qui existe assez tôt. Le seul problème que j'y vois personnellement, c'est qu'il y a une limite d'âge. Et c'est une limite d'âge dans l'absolu, c'est pas un nombre d'années, vous voyez, de nouveautés dans le métier. Par exemple, moi j'aurais adoré présenter un des meilleurs apprentis de France, vraiment. J'ai pas du tout l'esprit de compétition, mais juste pour être en compétition avec soi-même. Et puis ça crée quand même un esprit d'émulation, la concurrence. Et c'est vrai que c'était pas possible parce que j'ai commencé l'horlogerie plus tard et c'était pas une reconversion. Et je pense pas parce qu'on commence un métier un peu plus tard, parce qu'on a fait d'autres choses, que on est forcément plus aguerri en fait manuellement. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir peut-être un concours ou de revoir la modalité, j'en sais rien, mais pour qu'il y ait un nombre d'années en fait auxquelles participer. Parce que je vous rejoins complètement quand vous dites que c'est bien d'instaurer cet esprit-là dès le départ. C'est vrai que ça donne envie en fait de pousser ses limites et de connaître son métier au maximum. Et je pense que c'est la même logique pour le MOF après quand on est adulte. mais c'est vrai que instaurer ça dès le début, je trouve que c'est positif en fait. Après, c'est vrai que dans mon cas, c'était un peu frustrant pour quelques années, alors que il n'y a pas la pratique manuelle. J'étais tout aussi novice en fait que mes camarades qui avaient 5-6 ans de moins, quoi. Mais, voilà. Jean-François, est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, c'est bien pas sûr. Un reproche, hein. Je comprends un peu sa petite indignation. Le concours MAF a été créé en 1985. C'était pour justement émulsionner un peu les jeunes à aller vers la compétition professionnelle. Et j'ai des jeunes MAF qui ont 17 ans. Là, dans la dernière exposition, il y en a qui ont 17 ans, voire 16 ans et demi. Ils sont vraiment très très jeunes. Parce qu'ils ont été... Alors, soit ils sont fils d'artisans. Alors ça, c'est encore... plus facile pour certains, sûrement. De génération en génération, on passe le Graal et c'est très bien. Ou c'est des jeunes qui ont fait un pré-apprentissage et qui sont doués. Alors, ils ne sont peut-être pas doués pour leurs études, mais ils sont doués pour le technique. Et là, ce concours est fait pour eux. Alors, c'est vrai qu'il est limité à 21 ans, sauf 17 métiers à 23 ans, parce que ce sont des métiers complémentaires. Cette année, on a 7000 jeunes dans 123 métiers. Notre association... aller à fond, on ne peut pas aller plus. Donc, si j'ouvre jusqu'à 23, 25 ans, je ne sais pas comment organiser les choses. Non, mais j'entends, Voilà. C'était pas du tout un reproche, c'est plus, ce serait bien qu'il y ait quelque chose pour il ces est couches vrai, intermédiaires. Il est vrai que beaucoup. j'ai beaucoup de personnes comme vous qui me font penser que peut-être on pourrait créer une section pour des adultes ou enfin des reconversions, parce qu'il y en a de plus en plus, surtout dans les métiers d'art. On voit que les métiers d'art attirent beaucoup des reconversions, parce que souvent ce sont des gens qui ont fait des études longues, qui ont été
dans des circuits administratifs ou autres, et puis qui ne vont pas hésiter à consacrer quelques années à apprendre un métier. Parce qu'un métier, ça ne s'apprend pas à 3 mois, 1 an, 2 ans. Il faut au moins 10 ans pour être bon dans son métier. Et c'est vrai que là, on a de plus en plus de reconversions, tant mieux. Après, il faut que ça perdure. Souvent, ce sont des gens qui savent très bien gérer leur entreprise, hein, parce qu'avant, ils ont eu une vie où ils ont fait beaucoup de gestion et autres. Alors ça, c'est une autre facette un peu de l'avenir des métiers d'art. Mais moi, je vois l'avenir des métiers d'art par les jeunes qui arrivent dans ces métiers, qui découvrent. Là, on a fait le centenaire des MOF à Lyon. On avait 40 artisans avec le comité Colbert et d'autres associations qui se sont greffées avec nous. On a vu des jeunes gens qui avaient 10 ans et autres qui ont écarquillé des yeux à découvrir un métier. Ils ne savaient pas que ça existait, ils ne savaient pas comment ça pouvait se faire. Et c'est cette population-là qu'il faut informer, savoir dire à des jeunes, il y a plein de métiers, il y a plein de métiers d'art, il faut que vous peut-être les découvrir, les voir, peut-être que plus tard ça vous intéressera. Et c'est un travail qu'on doit faire collectivement aujourd'hui. Merci Jean-François. Nous allons maintenant aborder une deuxième thématique qui est autour de l'impact économique des métiers d'art sur les territoires. Anne-Sophie, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, à l'Institut des savoir-faire français, quel type d'indicateurs vous suivez pour mesurer cet impact économique des métiers d'art sur le développement des territoires ? Alors la question de la donnée est un vrai chiffre dans les métiers d'art. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres qui sont fiables. On a plusieurs sources qui nous informent. On parlait des reconvertis, on a un chiffre qui date de 2019 qui est que 45% des entreprises qui se montent dans les métiers d'art, ce sont des reconvertis. On n'a pas réussi à le mettre à jour depuis le Covid. Mais en fait, tous ces indicateurs-là, ils sont essentiels pour avoir des politiques publiques, nationales ou locales, efficaces. Donc on a lancé l'année dernière un grand projet qui s'appelle Les Éclaireurs, qui a pour but de mesurer le poids économique des métiers d'art avec la Fondation Bettencourt, le comité Colbert, le ministère de la Culture et le Fonds d'investissement Terre et Fils, dans cette volonté commune de mettre des chiffres en commun. Alors on verra ce que les chiffres donnent, on aura les résultats en novembre, mais on suit comme indicateur le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, l'âge du capitaine aussi très important, transmission des entreprises et transmission des savoir-faire. Et on pourra, la féminisation dans les métiers, on parlait des gens qui disparaissent après avoir fait des études. On voit aussi que les femmes, quand on est sur le titre de maître d'art, qui est un titre en fin de carrière, on voit qu'en fait, il y a moins de femmes qu'en début de carrière. Donc c'est important aussi de prendre en compte cette donnée-là et de la connaître. Donc on va suivre tous ces indicateurs-là. Alors je ne pourrais pas tous vous les citer parce qu'il y en a plus d'une centaine. Et l'idée, c'est qu'on constitue aussi une méthodologie de travail qu'on a mis en place avec Xerfi, qui va nous permettre de le mettre à jour tous les 2 ans et de pouvoir continuer à travailler. Et on ira porter la parole dans les territoires aussi, parce que c'est très important de travailler en commun. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord que le temps où chacun travaillait dans son coin, il est révolu. Aujourd'hui, les artisans, on n'est pas suffisamment nombreux pour les aider. Donc il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on porte la parole en commun et qu'on ait des exercices très concrets sur l'emploi, sur l'employabilité, sur la marque employeur, sur la transmission des métiers, sur la transmission des savoir-faire, sur la valorisation aussi. Ça, c'est très, très important. Et donc, on aura un grand moment de restitution en novembre. Et puis ensuite, on ira aussi dans les territoires pour pouvoir descendre en fait à l'échelle d'un territoire, et on pourra descendre même à l'échelle d'une collectivité territoriale, même d'une commune si on le souhaite. Et ce qui est très intéressant quand on travaille sur ces données, on a fait une enquête, une étude pour la Nouvelle-Aquitaine où on a cartographié les métiers d'art, à la fois les ateliers, les manufactures, les centres de formation, même les laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet, et on se rend compte que quelqu'un peut chercher un salarié ou un apprenti et ne connaît pas un centre de formation qui se trouve à 30 km. Et inversement, c'est-à-dire quelqu'un qui va former un artisan d'art et qui va lui dire « tu veux pas être indépendant, tu cherches à être salarié » et ne connaît pas une entreprise qui se trouve à plus de 30 km. Donc la question de la donnée et l'accessibilité à cette donnée, elle est essentielle, à la fois pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver une voie et continuer leur apprentissage, parce qu'être salarié dans une entreprise, c'est aussi continuer son apprentissage. Et il y a un temps après pour l'indépendance, qu'il soit en sortie d'école ou plus tard, mais il y a aussi cette opportunité-là. Et on voit, les artisans, il y a souvent aussi des va-et-vient. Parfois, ils sont salariés, ensuite, ils sont indépendants, ils redeviennent salariés. La vie est faite que parfois, on a aussi besoin de se sécuriser, et je pense notamment au travail des femmes, quand elles ont des enfants. Être indépendant et avoir des enfants, c'est compliqué. Quand on est salarié, c'est quand même un peu plus simple. Donc, il y a ce va-et-vient qu'il faut arriver à faire, et toutes ces données-là, elles vont venir pour
appuyer en fait tout ça, et puis aussi donner à voir le nombre de salariés, les opportunités de recrutement, qu'on puisse aussi faire des plans destinés en fait à accompagner ce développement-là et les métiers qui sont touchés, où on est vraiment sur les métiers dont c'est l'activité principale. C'est pas du loisir créatif ou qu'on voit émerger, qui est très bien pour valoriser les métiers et donne une petite impulsion, mais là on est vraiment sur le pro. Merci Anne-Sophie. Leslie, j'aimerais aborder la thématique des politiques publiques qui aujourd'hui soutiennent ces métiers d'art. Avez-vous, à votre échelle, bénéficié de certaines politiques publiques qui ont largement soutenu votre activité aujourd'hui ? Alors oui, très concrètement, je reviens à l'histoire du 11e arrondissement. Si j'ai un atelier, c'est justement parce qu'il y a eu cette volonté-là, et vraiment c'est important de le noter, que ce soit la mairie en fait qui soit à l'initiative de ce fait-là. Donc disons que l'atelier dans lequel je suis se situe dans un immeuble en fait dans lequel il y a plusieurs artisans. On est 22 artisans en tout, artisans et designers, dans un bâtiment qui a été réhabilité par la mairie, qui est un bâtiment classé, donc il a mis un peu de temps avant de réhabiliter le dit bâtiment. Et en fait, on a la chance de pouvoir bénéficier de loyers plus bas que les prix du marché qu'on pourrait avoir dans le privé. Ce qui nous permet en fait de garder une activité, même quand on est par exemple, comme moi en fait, en début d'activité professionnelle, et quand on lance son entreprise, c'est pas forcément évident de pouvoir assurer un loyer, encore plus un loyer parisien. Donc d'avoir ce genre d'initiative très très concrète avec voilà, de dossiers de candidature, etc., pour pouvoir bénéficier d'un local, par exemple, ça c'est vraiment salvateur et ça permet de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir commencer à développer l'activité. Ça c'est pour la partie publique, mais après moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des soutiens privés de fondations, par exemple, qui m'ont permis d'acheter du matériel, etc. Et ça permet vraiment de développer son activité, de mettre en place un atelier, parce que c'est vrai que, notamment en début d'activité, c'est compliqué de s'acheter certaines machines. Et tous les métiers ne sont pas égaux par rapport à ça aussi. On n'a pas tous le même outillage. D'accord, merci Leslie. Jean-François, ce sera ma dernière question. Vous rencontrez de nombreux artisans dans le cadre de vos activités aujourd'hui. Vous ont-ils fait part de problématiques particulières qui pourraient être soutenues par de nouvelles politiques publiques ? Alors, comme le disait notre ami, les loyers. Les loyers dans les grandes villes, c'est compliqué. Et puis en plus, bon, comme la région parisienne ou Paris en général, quand vous avez un artisan qui fait de la peinture ou de la résine ou du collage ou autre, il y a des odeurs. Forcément, il y a les voisins, ça les incommode. Et ils vous cherchent des noix tout le temps. Donc c'est compliqué aussi de trouver un atelier au grand air sans déranger les autres. Aujourd'hui, comme le 11e, le 12e, qui étaient des arrondissements où il y avait un artisanat important, maintenant ce sont que des boutiques de luxe, des magasins d'exposition et autres, très très peu d'ateliers. Alors, ceux qui restent, c'est ceux qui sont propriétaires depuis plusieurs générations, tant mieux pour eux. Mais le jour où ils partent, bien sûr, autre chose est à leur place. Ça, c'est toutes les grandes villes. Hein. On le voit aussi pour Lyon, on le voit pour Bordeaux et autres. Donc là, il faut que les villes, les maires d'arrondissement, comme certains le font avec beaucoup de dévouement pour l'artisanat, organisent des logements de fonction et aussi des ateliers pour les artisans, à des prix un peu plus modérés. Mais c'est pareil, il y a le prix de Paris quand même qui est important, ils ne peuvent pas trop baisser non plus, mais c'est quand même cher. Donc je connais beaucoup d'artisans qui s'installent maintenant en province, à 100, 150 km de Paris, voire plus, parce qu'avec les autoroutes, tout ça, on va très vite. Et puis là, eh bien, en pleine nature, ils peuvent installer tout ce qu'ils ont besoin. Déjà, les surfaces sont pas chères. Et puis, les voisins, ils sont un peu loin, il n'y en a pas, quoi. Donc là, c'est facile. Hein. Moi, j'ai mon fils qui est artisan d'art aussi. Et, il fait des peintures, des résines. C'est une ancienne boule. Bien sûr, à Paris, c'était impossible. Impossible. Il était extrêmement limité pour faire des créations, des choses comme ça. Maintenant, en province, il a des centaines de mètres carrés, plus de 500 mètres carrés d'ateliers, avec des pôles très différents. Il dérange personne. Et il a pu acheter ses murs, parce que c'est des prix très abordables. Vous voyez, c'est une autre vie. Alors, l'artisan d'art, est-ce qu'il peut être en ville? Je crois que de moins en moins aujourd'hui. Hein, faut pas se leurrer. Vous avez encore la chance d'avoir eu des gens qui sont occupés
d'artisanat qui sont arrivés un peu sur le marché, ça sera de plus en plus difficile. Parce que le prix de l'immobilier dans toutes les grandes villes, même s'il y a des baisses de temps en temps, il sera quand même très très élevé. Et ça n'a rien à voir avec les loyers que les artisans payaient il y a 20 ou 30 ans. Le pourcentage a été multiplié par 5 ou 6, voire 10 pour certains. Donc je pense qu'il faut un peu se délocaliser. Peut-être avoir des boutiques en ville, en centre-ville, avec des démonstrations. Mais les gros de fabrique, c'est de plus en plus difficile de le faire dans les centres-villes. Oui. Très bien, et je vous remercie. Je vous interromps ici, même s'il y a énormément à dire sur ce sujet. Je vous dis un grand merci à tous les trois pour votre contribution. J'espère que cette table ronde aura apporté de nouvelles pistes pour pouvoir continuer à préserver nos savoir-faire locaux et métiers d'art.